la France à l'époque, en 1990, après avoir soutenu pendant plusieurs années Hissène Habré, en particulier contre la Libye, contre les velléités de la Libye d'envahir le Tchad. Mitterrand était pas content parce que il avait l'impression que le président Hissène Habré était en train de lui faire un enfant dans le dos en acceptant pour faire plaisir aux Américains. Hissène Habré avait accepté qu'il y ait des sortes de contras libyens, ça veut dire des opposants libyens qui s'installent au Tchad pour déstabiliser le colonel Kadhafi. Et à l'époque, tout le monde a oublié, mais par l'intermédiaire de l'ancien ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, François Mitterrand avait négocié avec Kadhafi une sorte de modus vivendi en disant voilà, vous restez au nord, je ne me souviens plus de quel parallèle, et on peut vous garantir en tout cas qu'il n'y aura jamais d'opposants libyens qui viendront vous déstabiliser à partir du Tchad. Et comme Hissène Habré n'avait pas respecté finalement cette logique qui était celle des relations franco-libyennes, espèce de deal secret entre la France et la Libye. De ce fait, c'est vrai que la France a totalement favorisé l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby, qui à l'époque s'était réfugié en France, avait ensuite été en Libye et était descendu à Khartoum, où il avait rejoint un peu à l'époque on disait sa nounou française, qui était un officier de la DGSE, Paul Fonbonne, et qui l'a accompagné pour son arrivée au pouvoir en décembre 1990 à N'Djamena, sans véritablement, c'était un coup d'État, mais un coup d'État soft, dans le sens où Idriss Déby est arrivé au pouvoir, quasiment accompagné par la France, par les Français, les militaires français, mais surtout quelques heures avant, quelques jours avant ou quelques heures avant, Hissène Habré a été exfiltré, en particulier par les-Américains, et les opposants libyens qui étaient installés ont été exfiltrés en partant soit par le Kenya, soit par la Libye, soit vers le Kenya, soit pour certains d'entre eux auraient dû être rapatriés en Libye, mais apparemment les Américains les ont exfiltrés ailleurs. Finalement, Idriss Déby, très rapidement, est venu un peu l'homme est soutenu par la DGSE. Le conseiller spécial qui est à ses côtés, c'est un officier de la DGSE, Paul Fonbonne. Et à partir de ce moment-là, Idriss Déby considère que l'ambassadeur de France qu'il rencontre lui donne toujours des leçons sur la démocratie, sur comment il faut traiter ses opposants, et il est fou furieux de voir que l'ambassadeur de France commence à parler à ses opposants. Et c'est un nouvel ambassadeur qui venait d'arriver, qui s'appelle Yves Aubin de la Mésusière, et cet ambassadeur est très vite, entre guillemets, mis au parfum, parce que une des premières fois de sa vie où il voit Idriss Déby avant de se rendre en poste à N'Djamena, c'est très particulier, c'est lors d'un dîner Bouvard-Mortier au sein même de la DGSE, où Idriss Déby est reçu de la même façon que les autres chefs d'État sont reçus, eux, au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, mais Idriss Déby, lui, il est reçu au cœur de la DGSE, avec ses amis de la DGSE. Donc l'ambassadeur de France est quand même invité, mais il comprend vite qu'il arrivera à N'Djamena en terrain miné. Et il s'en rend compte d'autant mieux compte que quand il arrive à N'Djamena par un avion de ligne d'Air France, il s'aperçoit que brusquement, avant d'atterrir, il y a deux Mirage français qui l'accompagnent pour son arrivée à N'Djamena. C'est une manière, un signal pour lui faire comprendre que là, c'est que le Tchad, ceux qui comptent au Tchad dans les relations entre la France et le Tchad, ce sont les militaires français et ce ne sont pas les diplomates. Il y a eu la chute du mur de Berlin, et donc dans l'air du temps, c'est de dire, Mitterrand à la Baule dit à tous les chefs d'État africains, voilà, vous voyez, il faut absolument que le vent de l'Est, maintenant, il n'y a pas de raison que la France soit le gendarme de l'Afrique, il n'y a plus de guerre des blocs, Est-Ouest, et donc
il n'y a aucune raison que l'Afrique ne s'ouvre pas également à la démocratie. Vous avez testé, il n'y a eu que des partis uniques en Afrique parce que l'Occident avait peur que les pays africains tombent du côté des soviétiques, soient pris en main par l'Union soviétique. Au moment de la guerre froide, maintenant il n'y a aucune raison, donc il faut absolument s'ouvrir à la démocratie, mais en même temps, Mitterrand, il dit ça, mais il dit en même temps, au sommet suivant, qui était un sommet francophone, parce qu'il y a souvent un sommet Afrique-France bilatéral et ensuite un sommet francophone, il dit oui, mais chacun a son rythme. Enfin, du coup, il y a un certain nombre de militants et d'opposants africains, en particulier opposants tchadiens, qui disent bon, bah maintenant, voilà, il faut aller à la démocratie. Et à ce moment-là, en Afrique, s'organise un certain nombre de conférences nationales. Des conférences nationales, certaines sont des conférences nationales souveraines, ça veut dire préparent de nouvelles élections pour l'ouverture à tous les partis politiques, et d'autres sont beaucoup plus verrouillées. En tout cas, pour Idriss Déby, il n'a pas l'intention de lâcher le pouvoir comme ça, et il s'énerve énormément de voir qu'en particulier, il y a des gens comme des délégués Afrique du Parti Socialiste, qu'à l'époque Guy Laberty, qui vient aider en particulier l'un de ses amis opposants, qui est Imni Mahamat Saleh, et qui est un homme qui est le plus en vue dans les milieux de l'international socialiste et qui pourrait constituer une alternance au président Idriss Déby. Et donc Idriss Déby est fou furieux, donc il dit il y en a marre. D'ailleurs, il essaie de virer à un moment donné l'attaché de défense. Ça veut dire, en fait, au sein de l'armée française, il y en a un certain nombre, aussi qui considèrent qu'il faut quand même que le Tchad s'ouvre à la démocratie. Et même s'il est vraiment soutenu par la DGSE, il commence à s'agacer à tel point qu'à un moment donné, quand au départ de Paul Fonbonne, ça veut dire l'officier de la DGSE qui l'a accompagné au pouvoir, il s'entend moins bien avec le successeur de Paul Fonbonne, avec ses conseillers français. Il dit à un moment donné, ouais, ben, va falloir payer pour la base militaire, commencer à m'emmerder. Mais à chaque fois qu'Idriss Déby a quand même failli perdre le pouvoir, soit par des rébellions successives, soit au cœur, même souvent le plus dangereux pour lui, ça a surtout été en février 2008, la France, d'une façon ou d'une autre, ses frères d'armes français ont toujours aidé Idriss Déby à se maintenir au pouvoir. Disant que c'est un homme, c'est vrai qu'à un moment donné, il a vraiment failli perdre le pouvoir en février 2008, et puis il est resté en place à son palais, il a pris la tête, une sorte de contre-offensive, et à cette époque, c'était quelques semaines avant la visite, officielle de Nicolas Sarkozy à l'époque à N'Djamena, et Nicolas Sarkozy, avant le départ, avait même dit on a même proposé à Idriss Déby de l'exfiltrer avec toute sa famille, mais il a refusé, il a réussi à reprendre le pouvoir contre la rébellion. C'est vrai qu'il y a eu toujours un soutien extrêmement important au niveau de la garde présidentielle, en particulier d'Idriss Déby, de formation d'officiers de la DGSE pour protéger Idriss Déby. Et c'est certain qu'il a toujours bénéficié comme ça d'un soutien, parce qu'évidemment, pour les militaires français, il faut savoir que les Français il n'y avait pas vraiment d'accord de défense entre la France et le Tchad. La France, et depuis 1986, était très présente dans le cadre d'une opération qui s'appelle l'opération Épervier, et le cadre n'a pas vraiment changé. C'est toujours une sorte d'accord de coopération, d'établissement, mais ça n'a pas été une base française comme celle qu'il y avait en Côte d'Ivoire, où là, il y a une base en Côte d'Ivoire, une base à Djibouti, une base à Libreville, avec un statut juridique bien précis d'installation d'une base militaire, avec des statuts très particuliers pour le personnel français, militaire et civil, ce qui n'est pas le cas à N'Djamena. Et c'est pour ça que finalement, l'armée française, qui voulait absolument maintenir cette position à N'Djamena, pour elle c'est très important aussi de toujours caresser Idriss Déby dans le sens du poil, au-delà même du fait que quand on discute avec des militaires français, ils disent que pour eux ils ont toujours été très admiratifs du Fennec du désert, comme ils disent, d'Idriss Déby, qui était, c'est vrai qu'au niveau qui était un combattant qui combattait sur ses Toyota les chars libyens pendant une période en réseau, et très courageux, très combatif, et voilà. Mais bon, à part ça, ça faisait pas bon ménage
avec la démocratie. Et c'est vrai que à plusieurs reprises, François Mitterrand, quand il a vu que finalement il y avait un des problèmes avec l'ambassadeur de France, il avait envoyé son propre chef d'état-major particulier pour venir soutenir, discuter avec Idriss Déby pour qu'il aille vers la démocratie et pour assouplir sa position vis-à-vis de ses opposants. Il fallait toujours que ça soit un général de haut rang qui puisse le parler, tellement il méprisait toute la diplomatie française. Au niveau du Tchad, Idriss Déby a dit bah voilà, il y a une commission d'enquête, la justice chez nous est indépendante et on a interrogé un certain nombre de gens, on ne sait pas ce qui est devenu. Et au niveau du Tchad, il y a eu un non-lieu. Tous les gens ont entendu, il y a eu un non-lieu, donc le dossier n'a pas abouti. Enfin, il y a eu un non-lieu sur tout le dossier concernant Ibn Mohamed Saleh. Et par contre, à Paris, il y a toujours une procédure qui se poursuit, une procédure devant la justice française initiée par ses fils à Ibn Mohamed Saleh, soutenu par des parlementaires français, en particulier Gaëtan Gors. Donc c'est quelque chose qui se poursuit encore, où il y a une magistrate française qui a été toujours saisie de ce dossier. Mais c'est vrai qu'on sent bien, encore une fois, là on voit bien que pour moi évidemment c'est emblématique, c'est symptomatique. Ça veut dire quand il y a un rapport comme ça d'intérêt, c'est toujours la raison d'État qui prime entre la France et l'Afrique. Et on a toujours l'impression que c'est la France qui décide de tout, qui dicte de tout à N'Djamena. Mais en fait, on voit bien, enfin d'après les enquêtes que j'ai pu mener à N'Djamena, que finalement, souvent, Idriss Déby, comme d'autres dirigeants africains, ils ont tellement ils sont chez eux, ils ont maintenant de plus en plus le monde entier dans leur salle d'attente. Et donc, il y a N'Djamena, et en particulier les Chinois dans le pétrole et autres, donc il a acquis une indépendance, il n'a même plus besoin, il a remboursé même les prêts de la Banque mondiale pour extraire son pétrole, et donc il tient un peu la dragée haute à Paris sans en avoir l'air, et en plus à Paris, son réseau d'influence, ce sont ses réseaux de frères d'armes, donc dans le rapport, souvent quand les journalistes arrivent là-bas, ils ont toujours l'impression que la France arrive, le grand chef blanc qui décide de tout, fait ci, fait ça, mais dans la réalité du pouvoir, les dirigeants africains, ils font pas de conférence. Lui, Idriss Déby n'avait pas fait de conférence de presse, mais c'est lui qui à mon avis, qui impose son calendrier, son agenda, et au niveau de la raison d'État, c'est quand même lui qui tient les leviers. Bien sûr, quand François Hollande était dans l'opposition, il faut savoir quand il a été premier secrétaire du Parti socialiste, quand il a été élu premier secrétaire en 1996 à Brest, c'était intéressant parce qu'il y avait une partie des dirigeants africains qui sont arrivés au pouvoir, en particulier Alpha Condé en Guinée, Mahamadou Issoufou du Niger, et il y avait aussi Ibn Mohamed Saleh qui a disparu au Tchad, donc il faisait partie de ces opposants qui avaient des relations vraiment extrêmement étroites, de politique et amicales avec François Hollande. Et François Hollande disait toujours faut arrêter avec cette France-Afrique. Quand j'arriverai au pouvoir, d'abord, il ne faut plus que la France soit en tête-à-tête avec l'Africain et en particulier les dirigeants. Il faut aller au devant des sociétés civiles africaines. Il faut arrêter d'être scotché avec tous ces chefs d'État, ces autocrates africains, etc. Puis bien évidemment, quand il est arrivé au pouvoir, déjà dans son entourage, je ne veux pas citer de nom, mais un certain nombre de diplomates de son entourage disaient quand vous allez voir, quand on va être arrivé à l'Élysée, c'est fini, vous ne verrez pas ni Idriss Déby du Tchad, ni les dirigeants des pays pétroliers, c'est la gabegie du golfe de Guinée, etc. Et en fait, évidemment, quel que soit le président français qui soit à l'Élysée, qui soit de droite ou de gauche, on voit bien que très vite il est rattrapé par l'histoire africaine, par la raison d'État. Il se rend bien compte que dans ses relations avec
le monde entier, même ses grands partenaires ne s'adressent à lui que sur les dossiers africains. Et bien évidemment, quand les militaires français, quand il y a eu le problème au Mali, eh ben, je veux dire, lui est les seuls soldats aguerris qui pouvaient finalement être en soutien à l'armée française pour l'opération Serval au Mali, ben, ce sont les Tchadiens qui sont arrivés. Et maintenant, Idriss Déby est intouchable, parce que, et c'est une réalité, il y a eu le prix du sang, donc il a perdu 36 soldats tchadiens sont morts au Mali, et maintenant, Idriss Déby est totalement intouchable. Il y a des dizaines de milliers de Janjaouides des anciennes guerres du Darfour. Il y a les opposants tchadiens. Tout le nord est absolument incontrôlé depuis des dizaines d'années. Et François Bozizé, le poulain de Idriss Déby, ne contrôlait que Bangui et ses environs. Donc il faut rappeler ça pour comprendre comment ce pays est en état failli maintenant. C'est parce qu'il était déjà dans un très, très, très mauvais état, n'était pas gouverné. Donc Idriss Déby n'a évidemment laissé tomber Bozizé et a soutenu avec ses pairs de la région, le Gabonais Ali Bongo, le Congolais Denis Sassou Nguesso. Ils avaient fait des sortes d'accords de Libreville qui n'ont pas tenu. Et on dit voilà, avec Jotodia en tant que chef militaire et autres, et puis un type plus présentable qui était le Premier ministre, un avocat de droit de l'homiste qui s'appelle Nicole Tiangai. Mais en fait, il y a eu tellement d'exactions de la part de la Séléka qu'il a convoqué Jotodia à N'Djamena avec ses pairs. Ils l'ont débarqué pour mettre un gouvernement de transition avec nouvelle présidente Catherine Samba Panza. Mais tout ça pour dire que le faiseur de roi perd la main, et ça s'est retourné contre lui, parce que finalement, après toutes les actions de la Séléka, il y a eu une réaction extrêmement violente et une instrumentalisation. C'est l'échec total de tous ces hommes politiques qui ont une politique de nom de Centrafrique, et qui ont fait monter des tensions comme ça, identitaires, confessionnelles, entre des populations qui ont vécu en paix pendant des dizaines et des décennies. Et donc c'est vrai que Idriss Déby, maintenant, il y a une sorte de retour finalement de bâton pour lui, parce qu'un certain nombre de Tchadiens qui sont musulmans ont été pourchassés par ces milices anti-Balaka, et donc il est apparu de plus en plus Idriss Déby comme une sorte de pompier pyromane. Ça veut dire qu'il a installé quelqu'un, finalement il a laissé tomber, et puis finalement ça se retourne contre lui, parce que les ex-Séléka, une partie d'entre eux étaient, même si ce n'étaient pas des Tchadiens d'Idriss Déby, c'était des opposants tchadiens et autres, ont été totalement assimilés au pouvoir de N'Djamena et donc du Tchad. Et donc les Centrafricains sont retournés en quelque sorte sur Idriss Déby et contre les Tchadiens. Donc la situation, il y a une grande confusion qui règne en Centrafrique, et le parrain Idriss Déby de la Centrafrique, là pour l'instant il a vraiment perdu la main. Je pense que Idriss Déby, comme tous les chefs d'État africains, ils ne préparent jamais vraiment leur succession, mais ils rêvent toujours que ce soit leur fils qui leur succède. Hein. C'est vu dans beaucoup de pays africains, et c'est vrai, mais évidemment, il ne désignera jamais de cette façon-là, mais c'est sûr que déjà, de le pousser un peu, de l'avoir nommé comme étant vraiment le numéro 2 dans les troupes tchadiennes qui sont intervenues au Mali, c'était déjà un signe qu'il essayait de propulser, parce que pour quelqu'un comme Idriss Déby, seuls des militaires qui ont fait preuve de leur courage peuvent prétendre au pouvoir. Et puis on voit bien aussi qu'en le mettant dans une sorte de direction des services secrets, c'est aussi là où lui a été du temps d'Hissène-Habré. Donc je pense que ça fait partie sans doute, quelque part dans sa tête, il va sans doute à un moment donné ou à un autre essayer de pousser son fils pour lui succéder. Mais encore une fois, moi je pense que comme tous ces chefs, il va essayer de se maintenir le plus longtemps possible.